Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire intitulé Nouveaux enjeux de la fonction financière, comment y faire face. Nous allons aujourd'hui parler de gestion de la performance, une des priorités des DAF. Je suis Guillaume Sicard, je fais partie de la DFCG, en charge du groupe RPA, AI et Shared Service Center. Au sujet de la DFCG, donc la DFCG regroupe 3000 membres, est composée de nombreux groupes de travail et organise des événements avec de nombreuses possibilités d'échanges entre pairs. Avant de commencer ce webinaire, je voulais vous rappeler les règles d'utilisation de la plateforme Livestorm. Évidemment, toutes vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez les poster directement dans le chat qui se situe en bas à droite. Nous avons plus de 150 inscrits aujourd'hui, donc les participants sont réglés en mode muet. Vous pouvez néanmoins donc interagir à tout moment avec nous et nous répondrons à vos questions à la fin de ce webinaire, lors d'un échange de questions-réponses. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par David et Julien. David, je vous laisse vous présenter. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle David Bénard, je suis le country manager de GDocs, éditeur de logiciels, une solution de pilotage à la performance qui s'appelle GDocs. Voilà. Et Julien, merci d'être présent. Si vous pouvez vous présenter et puis en profiter pour nous parler un peu de votre société. Oui, bien sûr. Merci Guillaume. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Julien Lavergne, je suis chef de projet sur les SI de gestion à SNCF Transilien. Donc pour vous présenter un peu rapidement la SNCF Transilien, tout le monde connaît un peu la SNCF. Moi je travaille sur l'entité qui s'appelle SNCF Transilien, qui opère en fait les trains de banlieue en Île-de-France. Donc nous sommes un peu les TER d'Île-de-France. Donc par exemple, quand vous allez dans la gare Saint-Lazare, la ligne L, la ligne J, donc c'est nous. La ligne H, la ligne K sur la gare Paris-Nord, là c'est nous. On a aussi plusieurs TER, plusieurs RER, le RER D, le RER E, et aussi une partie du RER A et du RER B que nous opérons en commun avec la RATP. On opère aussi le tramway, le T4. Alors, pour mettre en perspective un peu notre activité et le volume un peu de l'activité voyageur en Île-de-France, donc SNCF Transilien, c'est 3 millions de voyageurs par jour, donc ce qui correspond en fait à 70% du trafic français voyageurs en France. Et donc 70% du trafic sur 2% du territoire. C'est deux chiffres que j'aime bien donner. Ça montre en fait la densité extrême du réseau en Île-de-France et ça vous laisse imaginer en fait toutes les problématiques qu'on peut avoir sur ce réseau très très dense. On est l'un des plus denses en fait dans le monde. Avec par exemple celui de Tokyo qui est aussi très dense. Donc une géographie un peu particulière et une autre particularité qu'on a par rapport à notre activité, c'est que contrairement au TGV où voilà, vous avez tous les Français qui peuvent être clients, nous avons un client principal qui est Île-de-France Mobilité, que vous pouvez peut-être connaître sous son ancien nom qui est le STIF. C'est en fait la région Île-de-France qui nous finance pour l'exploitation donc des trains de banlieue en Île-de-France. Donc c'est notre client principal. On travaille avec eux avec un contrat pluriannuel. Donc le dernier est un contrat sur 4 ans pour un montant quand même relativement significatif qui est de 12 milliards d'euros. Donc 3 milliards d'euros par an et avec 8 milliards d'investissements pour ce contrat de 4 ans. Donc voilà, pas mal d'enjeux financiers, donc on reprendra tout à l'heure, mais voilà, je voulais vous présenter un petit peu en quelques chiffres, que ça soit des chiffres en termes de trafic, de nombre de trains et aussi en termes d'euros. Et peut-être même dans ces jours-ci, avec les pénuries de carburant, encore plus de voyageurs sur vos lignes qui doivent être extrêmement sollicités. Et donc on va parler des enjeux pour la fonction financière. Donc on a avec nous une direction financière. Les dernières années ont été particulièrement délicates. Les DAF ont dû se réinventer durant la crise Covid.
avec peut-être apprendre à faire des prévisions à la semaine, et désormais font face à un contexte d'inflation galopante. David, selon vous, quelles sont les grandes tendances pour les directions financières en 2023? Si on essaye de se projeter. Oui, merci. Bien sûr, c'est la question, la grande question. Alors, je vais répondre par cette question en posant une autre question. Alors, d'après vous, Guillaume, qu'est-ce que toutes les entreprises du CAC 40 ont en commun dans leur rapport annuel 2021? Vous savez pas? Eh bien, alors, on peut poser la question aussi aux personnes qui participent à ce webinaire. Vous pouvez répondre par chat, mais ce qui est commun, c'est l'apparition dans tous les rapports annuels du mot résilience. Donc, le mot résilience fait son grand retour, et certains influenceurs l'ont même élu mot de l'année en 2020 et 2021. Alors, quand on sait que les rapports annuels, à la base, ce sont des documents financiers à destination des actionnaires pour rendre compte du coup de la performance de l'entreprise, on est tenté de dire que le grand enjeu des directions financières maintenant, c'est de conjuguer performance et résilience. Et je pense que ça résonnera assez bien dans le contexte de SNCF Transilien tout à l'heure avec Julien. Alors, heureusement pour moi, la rentrée, elle a été assez riche. Il y a eu d'autres publications qui vont compléter ma réponse. Donc, il y a eu d'une part l'analyse du Gartner qui est sortie il y a quelques semaines dans son étude, qui a révélé dans son étude CFO Survey 2022 5 grandes missions prioritaires pour les DAF. Je vais vous les citer. Donc, il y a d'une part la capacité des DAF à attirer et retenir des talents, les besoins de prévision et de planification, la capacité à faire des bons choix en matière de réduction des coûts, beaucoup de travail à faire autour du pricing, qui est un vaste sujet, et également la planification des ressources de l'organisation, qui est également un vaste sujet. Alors, entre nous, on est un peu nombreux, mais je vais le dire entre nous, sans jeter l'opprobre aux analystes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en clair. C'est des choses qu'on entend et qu'on réentend. Mais ceci étant dit, moi je tire 2 enseignements de cette liste. Alors le premier, c'est que ça concerne l'attractivité des métiers de la direction financière. Alors dans une époque où on passe son temps avec un smartphone dans les mains, et on a tous un smartphone dans les mains à proximité, je suis sûr que dans un rayon de 30 cm, on a tous un smartphone dans les mains. Tout est simple et tout est rapide avec un smartphone. Alors si on arrive au bureau et qu'on doit manipuler des centaines, voire des milliers de fichiers Excel pour simplement faire son travail, je vous garantis que ça n'aide pas à garder ses talents, ni à en recruter des nouveaux. Donc ça, c'est le premier enseignement que je ferai. Le second, il concerne plus l'évolution du rôle des directions financières. On le sait, la direction financière, c'est la garante de l'exactitude, le pilier des chiffres, la connaissance du passé et du présent. Donc ça, ce rôle historique, c'est plus une problématique pour les directions financières. En revanche, ce qui commence à l'être, c'est qu'on leur demande de prédire le futur et de conseiller les dirigeants sur différentes thématiques, alors le forecasting, la réduction des coûts, comment on s'engage sur le RSE, et c'est là que ça se corse. Pourquoi ? Parce qu'il faut être au contact de tous les départements, vente, RH, achat, production, si on a une activité industrielle, et il faut créer de nouvelles voies de communication pour parler un même langage, sachant que tout le monde a sa propre vérité. Donc on sait que ces problèmes sont liés à des silos qui sont provoqués par l'empilement des logiciels, ERP, CRM, RH, tous ces logiciels sont importants et nécessaires. Ils sont là, s'ils sont là, c'est qu'il y a bien une raison, mais l'empilement des logiciels n'aide pas à avoir une vérité unique. Et donc la conséquence, c'est que les équipes des directions financières passent un temps fou à rechercher, consolider l'information, et donc à manipuler, et ça, c'est une vraie souffrance. Donc pour résumer, pour faire une réponse plus courte, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, la mission du DAF, c'est de conjuguer résilience et performance, et pour la mener à bien, il va falloir se former, se transformer et s'outiller. Et la bonne nouvelle, c'est que Julien va nous pouvoir illustrer tout ça à travers du projet qu'il mène chez SNCF Transilien. Et on va en savoir un peu plus. Voilà, Guillaume. Merci beaucoup pour ce panorama. Effectivement, résilience, la capacité à reprendre sa forme initiale, et puis la performance, qui est un enjeu qui a été souligné depuis plusieurs années par les études de la DFCG en partenariat avec PwC. C'est vraiment la priorité numéro 1. Et donc cette étude, j'en profite puisqu'elle sera mise à jour et divulguée. Les résultats 2023 seront divulgués durant l'événement Financium qui aura lieu en novembre. Alors, peut-être Julien, juste avant de vous faire réagir à tout ce que vient de dire David, est-ce que, parce que vous avez un positionnement un petit peu particulier au sein de la SNCF, et donc je vous laisse revenir là-dessus. En tant que chef de projet SI de gestion chez Transilien SNCF, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous et quelles sont vos missions ?
Alors concrètement, je suis en charge de projets sur des outils de la direction financière, sur des outils, alors soit sur des projets d'implémentation de nouveaux outils pour numériser ou digitaliser des process financiers. Je travaille aussi sur des évolutions d'outils déjà existants. En fait, mes problématiques, c'est de répondre. En fait, mon rôle, c'est de répondre à des problématiques métiers de financiers, des problèmes que font des financiers par principalement des réponses outils financiers. Donc, dans mon quotidien, je vais participer donc à ces projets en fait un peu de A à Z. Donc, je les accompagne déjà en amont pour bien comprendre les besoins des utilisateurs, donc dans l'expression de leurs besoins. Et on va jusqu'à la conduite du changement, la formation, donc former les utilisateurs, former les personnes, les accompagner dans ces nouveaux outils, dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc voilà, vraiment de A à Z, et on passe aussi par une partie de développement sur les outils. Donc on a aussi cette casquette de pouvoir développer des solutions, alors notamment avec GDocs, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on a vraiment la capacité de faire de A à Z les projets sur des outils de la direction financière, des outils pour les financiers de SNCF Transilien. Euh, alors effectivement, mon rattachement hiérarchique est un peu particulier dans le sens où je ne suis pas rattaché directement à la DSI de SNCF Transilien, mais à la direction financière de Transilien. Donc en fait, je suis au plus près des besoins des utilisateurs, des besoins des financiers de SNCF Transilien. Donc ça, c'est important. Moi-même, j'ai une formation de financier. Donc je suis financier de formation. Donc c'est comme ça que je peux mieux comprendre finalement les besoins des utilisateurs et de mes clients qui sont les financiers. Ça n'empêche pas qu'on a des échanges très réguliers avec la DSI, qui reste que notre prescripteur en termes notamment de sécurité, en termes d'architecture, en termes de méthodologie sur la conduite du projet. Mais je suis rattaché à la direction financière pour vraiment coller au plus près de nos besoins, de nos financiers. Voilà, et si je reviens un peu sur le projet que je mène, alors c'est un projet au long cours. On a eu beaucoup d'implémentations différentes. En fait, pour mettre un peu dans le contexte, ça a commencé sur l'implémentation d'un outil de planification et de pilotage des investissements. Donc, on en parlait tout à l'heure, les investissements, donc c'est 8 milliards sur 4 ans. Et donc la première brique qu'on a faite, c'est l'implémentation d'un outil de pilotage des investissements qui permettait en fait d'avoir une vision à 10 ans de nos investissements. Alors, juste pour être un peu plus précis, les investissements chez nous, pour matérialiser un peu tout ça, c'est des achats de matériel roulant, des constructions d'ateliers de maintenance, parce qu'on fait la maintenance aussi de notre matériel. Ça peut être des travaux en gare, notamment sur l'accessibilité des gares. Ça peut être aussi sur des travaux sur l'information voyageurs en gare. Donc, beaucoup de projets, des projets lourds, investissements très lourds. Voilà, ça coûte un petit peu cher le matériel roulant. Voilà, donc on a commencé sur ce périmètre-là, donc très impactant en termes de finances. Et on a continué après sur le développement de reporting financier plus généraux à destination des différents financiers de SNCF Transilien. Donc, vous avez choisi en fait d'implémenter une solution EPM, alors Enterprise Performance Management, qui apporte des fonctionnalités de prévision, de planification, peut-être des visualisations graphiques. Quel était pourquoi vous avez commencé par ces processus et voilà, quel était l'objectif visé?
Alors, l'idée d'utiliser un EPM, c'était surtout en termes d'outils, c'était vraiment ce qui se rapprochait de ce qu'on avait besoin de faire. C'est-à-dire, en fait, l'EPM, c'est de l'élaboration budgétaire et du coup, la planification des investissements, c'est de l'élaboration budgétaire sur de la matière, sur des investissements. Donc c'est vrai on est parti sur cette solution-là parce qu'en termes de périmètre de fonctionnalité, c'est ce qui nous correspondait le mieux. On avait d'autres options qu'on a assez vite écartées, comme utiliser un ERP ou faire évoluer notre ERP qui était beaucoup trop rigide finalement pour de l'élaboration budgétaire. Donc on a besoin quand même de beaucoup de souplesse. Et à l'inverse, d'utiliser des fichiers Excel partagés, à l'inverse, c'était beaucoup trop peu sécurisant pour nos utilisateurs. Et donc la solution de PM était un peu le juste milieu qui nous permettait à la fois de sécuriser un petit peu la production des chiffres dans un outil unique, un outil de référence, et par contre de garder la flexibilité qui est nécessaire quand on fait de l'élaboration budgétaire ou finalement des travaux de contrôle de gestion on a besoin d'être extrêmement souple dans la réalisation de nos solutions. D'accord. Et alors, du coup, si on, avec tout ce que David a mentionné, pour revenir un peu aux enjeux de la direction financière de Transilien SNCF, quels étaient pour vous les points de souffrance, les pain points que vous avez souhaité adresser? Alors c'est super intéressant ce qu'a pu dire David du coup avec l'étude qui a été faite parce qu'il y a vraiment des points qui reviennent qu'on a qu'on a eu dans nos réflexions. Quand j'entends parler de résilience, moi ça résonne, dans les projets qu'on a eus, il faut que les outils soient solides, il faut qu'ils soient fiables, il faut qu'ils soient adaptés et adaptatifs, qu'on puisse les adapter rapidement à des besoins qui évoluent rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous. J'ai entendu aussi sur les talents de recruter des talents, mais surtout les retenir en fait. Moi je considère que les outils, c'est voilà, on les a au quotidien, ça doit être quelque chose de facile à utiliser. L'ergonomie doit être importante, l'efficacité des outils doit être importante. C'est vraiment un élément important si on veut retenir des gens pour travailler dans la finance. Parce que, voilà, comme disait David, si vous avez des centaines de fichiers Excel à croiser dans votre quotidien, c'est pas vraiment drôle quoi comme travail. On fait pas de la finance pour faire ça. Et donc dans ce contexte-là, les outils ont leur place. C'est vraiment voilà, on crée des outils, c'est pour les utilisateurs, pour leur faciliter la vie, pardon. Donc voilà, donc c'est des choses qui effectivement me parlent. Alors si on met en parallèle avec ce qu'on a fait nous dans notre projet, nous on avait certaines problématiques, un peu spécifiques, mais je pense que beaucoup de financiers vont les retrouver. On avait un contexte voilà, d'échange de fichiers Excel assez important avec des formats différents, des personnes différentes, des façons de les faire différentes et au milieu des personnes qui devaient les consolider, qui devaient les contrôler, qui devaient, consolider finalement ces informations. Donc beaucoup de temps perdu à reformater, à contrôler les informations, à les repartager avec tout le monde. Voilà, c'est pas franchement passionnant, et c'est surtout stressant parce que, voilà, il faut pas se tromper, voilà, vous vous trompez de case, le chiffre tombe par terre, enfin c'est horrible. Donc c'est vraiment des points de stress pour les équipes. On avait aussi quelques problématiques d'accès aux données qui étaient pas forcément faciles ou pas forcément faciles à comprendre, parce on a un environnement un peu compliqué dans certains cas. Et la dernière chose qu'on voulait faire, c'était vraiment internaliser la compétence pour pouvoir en fait avoir en interne la possibilité de faire évoluer nos outils facilement, efficacement et rapidement. Parce que voilà, comme on dit, l'environnement est en changement assez permanent. On avait besoin d'avoir cette ressource interne pour pouvoir faire évoluer nos outils. Et donc plus globalement, on avait donc des problématiques donc d'améliorer nos outils, les rendre plus performants, les rendre plus faciles à utiliser, vraiment plus adaptés finalement aux usages et aux besoins de nos utilisateurs. Donc voilà, comme on disait, les
quand les outils sont efficaces, ça permet aux gens de travailler bien et de travailler mieux, mais surtout à l'inverse, si les outils sont mauvais, vous allez démotiver les personnes et ils vont vouloir partir parce que c'est pas une façon de travailler qui leur permet de s'épanouir. Merci pour ces éléments. Et alors, si on regarde, on comprend bien que donc les grands enjeux de la SNCF, mais si on regarde du côté du projet, dans sa globalité, quels ont été les grands jalons, les étapes à respecter? Est-ce qu'il y avait des prérequis? Et est-ce que vous pourriez nous donner finalement quelques facteurs clés de succès pour un projet de ce type? Oui, alors déjà ce qu'on a essayé de faire, c'est de pas faire un très gros projet, très long, à implémenter, voilà, qui dure des années donc on a plutôt fonctionné par lot, donc par, en fait sous-projet, par mini-projet. Alors ce qui permet d'appliquer la méthode agile en termes de développement, ça permet surtout à donner de la visibilité assez rapidement aux utilisateurs et de leur montrer vraiment en vrai qu'est-ce que ça peut donner. Et vraiment l'adhésion des utilisateurs, c'est super important. C'est-à-dire que si vous arrivez à leur montrer que ce nouvel outil, ces nouveaux outils vont leur faire gagner du temps, vont leur permettre de mieux travailler, ils vont forcément être avec vous, ils vont forcément, adhérer au projet. Donc ça, c'est super important. Vraiment donner envie aux si je puis dire, aux utilisateurs d'utiliser vos outils. Ça, c'est le premier prérequis de pas faire trop de projets très, très gros et très longs. Pour moi, ce qui est important aussi, c'est de bien connaître le point d'entrée et le point de sortie. Alors notamment le point de sortie, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que l'outil doit faire? Qu'est-ce qu'il doit remplacer? Quelle est sa fonction? Il doit pas tout faire, mais il doit quand même réussir à faire quelque chose. Donc c'est le bon milieu qu'il faut trouver, donc bien être au clair avec ce qu'on veut en faire. Et de l'autre côté, le point d'entrée, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que vos utilisateurs vont pouvoir vous offrir en termes de contribution, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc en ayant ce point d'entrée et ce point de sortie, ça nous permet après de travailler sur toute la mécanique, le modèle et surtout les automatisations qu'on peut faire. C'est-à-dire comment on peut faciliter la vie aux utilisateurs pour partir du point d'entrée le plus simple pour eux, pour aboutir au point de sortie le plus complet qui va leur permettre de travailler, derrière en termes de restitution et en termes d'analyse de données. Donc voilà et donc on a essayé de faire vraiment le projet au fur et à mesure en implémentant au fur et à mesure des nouveaux reporting, des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure et d'embarquer au fur et à mesure plus d'utilisateurs dans notre projet. Voilà et c'est vrai que là, notre positionnement, dans la direction financière s'est révélé importante parce qu'on était vraiment au plus près de nos clients, au plus près de nos utilisateurs, ce qui nous permettait vraiment de nous adapter à leurs besoins, à ce qu'ils avaient envie, et surtout ce qu'ils voulaient en termes de priorité. En étant financier, je comprends et je dialogue toujours très, très facilement avec eux parce que je connais leur quotidien, je sais ce qu'ils ont besoin prioritairement et je sais ce qui est moins prioritaire pour eux. Voilà, je sais qu'ils savent manipuler un fichier Excel, ils savent faire des choses comme ça, donc c'est pas ça permet d'orienter finalement certaines solutions qu'on va avoir et certains choix, qu'on va faire, sachant, de quoi sont capables nos utilisateurs. Voilà, donc ça c'est des éléments importants. Et c'est vrai que je considère que le projet a été un succès. Alors sur 2 indicateurs en fait, importants pour moi. C'est qu'on a toujours des demandes de nouvelles habilitations, donc on a des utilisateurs qui demandent à être habilités à notre outil, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on a des demandes régulières d'évolution de l'outil, pour avoir des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux reporting, donc ça montre que l'outil est utilisé et qu'il y a un intérêt, pour les utilisateurs de le faire évoluer pour encore plus et encore mieux travailler avec. OK, très clair. Alors, je vois que, on a une question dans le chat. Alors surtout, n'hésitez pas à poser, vos questions. On les voit en direct, hein, et en fait, ça résonne pas mal avec le sujet qui vient d'être, développé. Parce que donc la question de Didier, c'est: quelles actions ont été mises en place pour faire adhérer les équipes extérieures à la direction financière? Là, on a bien vu, on a compris la proximité qu'il y avait
avec les équipes financières. On imagine que sur un process de planification des investissements, on fait appel à différents services, que sais-je. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe un petit peu vis-à-vis des autres fonctions extérieures? Alors, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la direction financière. Je dirais que pour les directions externes, la clé du succès, il y en a 2, c'est facilité et clarté. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous êtes financier, vous avez tendance à être noyé dans les chiffres et être complètement à l'aise avec ça. Par contre, quand vous parlez, par exemple, à des RH qui quelquefois sont allergiques aux chiffres, c'est important d'être extrêmement clair et extrêmement précis sur ce que vous allez donner comme information. Et donc, je pense que les actions, c'est vraiment beaucoup de pédagogie et voilà, d'expliquer ce qu'on veut faire, ce qui est à disposition. Et vraiment la simplicité d'utilisation, voilà, qui est pas justement pas besoin de croiser 3-4 fichiers ou 3-4 extractions. Voilà. Pour cette population-là qui est extérieure à la direction financière, on a fait des choix de plus de simplification et de plus de clarté finalement dans ce qu'on a présenté Mmh. en Ouais, termes on voit. d'information. Et effectivement, on imagine que le fait de centraliser cette information, d'avoir une seule version de la vérité, ça peut être un avantage qui permet d'aller au-delà de la direction financière de manière plus aisée. D'accord. Euh, alors peut-être sur le choix de la solution, une question, c'est finalement quels sont les grands critères de choix qui ont été retenus pour se diriger vers tel ou tel éditeur. Oui, alors du coup, ce qui nous a plu, parce que voilà, quand on a pris la solution GDoc, ce qui nous a plu, on va dire, il y a 2 éléments principaux. Le premier, c'est ce que j'appelle l'aspect tout en un. C'est-à-dire que dans cette solution, vous pouvez faire évidemment de la restitution de données, mais vous pouvez faire aussi de la saisie d'informations. Donc, vous avez vos contributeurs qui permettent de remplir les informations dont vous avez besoin. Et vous avez de l'intégration de données, donc via un ETL, donc qui est le terme technique, qui permet d'intégrer des données de sources différentes. Donc ça permet d'automatiser pas mal de choses. Et l'avantage, c'est que vous avez tout au même endroit. Vous n'avez pas besoin de plusieurs outils qui vont communiquer entre eux. Donc ça, c'est la solution de facilité, on va dire. Et le deuxième aspect qui était important, c'était que GDoc, c'est une solution qui est très proche d'Excel. Alors, très proche d'Excel, ce qui permet 2 aspects importants. C'est pour les utilisateurs finaux, ils sont moins perdus parce que voilà, c'est assez proche de ce qu'ils peuvent avoir dans leur fichier Excel. Donc, c'est plus proche finalement de ce qu'ils ont dans leur quotidien. Et aussi pour les administrateurs, pour ceux qui vont faire vivre la solution, la partie paramétrage, sur une partie est assez proche d'Excel, sur des formules Excel. Donc vous pouvez très, très vite être efficace, si vous connaissez un petit peu les rouages d'Excel ou les formules Excel. Donc ça permettait en fait en termes de changement d'être, de moins être moins enfin de perturber moins nos utilisateurs avec cette proximité d'Excel. Après ça reste un outil centralisé, donc avec la possibilité d'avoir de la sécurité, de l'intégration, des choses voilà, qu'on n'a pas dans Excel. Mais voilà, cet aspect-là nous a permis de faciliter le changement. Et si je peux donner une anecdote sur une fonctionnalité qui était vraiment pratique, qui est toujours pratique d'ailleurs, on a la capacité dans GDocs d'importer un masque Excel et de le transformer en restitution web. C'est-à-dire que vous dessinez en fait un fichier Excel avec la couleur, avec les colonnes que vous voulez, vous l'importez via un clic et ça vous donne un reporting web. Et ça, c'est super important. Alors déjà, en termes d'administration, c'est beaucoup plus simple parce que vous perdez pas votre temps à regarder la police, la couleur, les écartements de colonnes. Bon, c'est pas très passionnant. Mais surtout, ça vous permet auprès de vos utilisateurs de leur demander, bah, vous voulez une restitution, pas de souci, faites-moi le masque dans Excel et je vous garantis que ça sera la même chose au final dans l'outil. Ce qui fait que ça les implique en fait dans la construction de leur restitution. Souvent, ils ont de très bonnes idées et souvent, quand ils font le masque, en fait, ils s'aperçoivent de ce qu'ils voulaient. Bah, en fait, c'était techniquement pas possible parce qu'il y a que des lignes et des colonnes et quand on essaie de vouloir croiser 6 choses en même temps, c'est pas possible. Donc
ça permet vraiment d'impliquer les utilisateurs. Alors évidemment, c'est surtout ce qu'on appelle des power users, donc des personnes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de faire évoluer les choses, mais ça permet d'impliquer pas mal les utilisateurs avec cette fonctionnalité-là. OK. Et alors du coup, concrètement aujourd'hui, la solution est utilisée, mais par qui? Est-ce qu'il y a plusieurs départements? Enfin, comment sur l'accompagnement, au changement, comment ça s'est passé? Alors, c'est principalement utilisé par les financiers de Transilien, donc que ça soit la direction centrale, dans laquelle je suis, ou aussi les directions financières qui sont aux différentes, lignes Transilien. Donc, on va dire que la plus grande partie des financiers, de Transilien utilisent l'outil. On a aussi quelques utilisateurs dans les directions projets, certains RH aussi qui l'utilisent, pour avoir les euros finalement de la partie, masse salariale et des choses comme ça. On a voilà une population, surtout financière ou qui a quand même des interactions avec la finance ou avec les dépenses qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est pas uniquement les financiers de la direction centrale de Transilien. On a réussi finalement à le déployer à une bonne, à pas mal de populations de financiers au sein de Transilien. OK. Alors, peut-être maintenant, je vais m'adresser à David, et merci pour tout ce retour d'expérience sur SNCF Transilien. Au-delà de SNCF Transilien, David, votre société accompagne de nombreuses directions financières. Est-ce que vous voyez des questions importantes lors d'un projet d'implémentation et finalement, et ça résonne avec la question que Rodolphe nous pose, qui nous dit qu'il n'y a pas que votre éditeur, évidemment. Hein, on est justement là pour essayer d'ouvrir le champ au maximum. Mais pour vous, en tant qu'éditeur, quelles sont les spécificités et les points qui sont importants à regarder quand on est une direction financière pour justement faire un bench des différents produits qui existent? Tout à fait. Alors, je vais répondre à la question et je vais juste après répondre à la question de Rodolphe, que je n'ai pas oublié, évidemment, aux deux questions de Rodolphe. Donc, alors, tout d'abord, je vais répondre, alors pas par une nouvelle question, comme tout à l'heure, mais par vous dire qu'en fait, on a interrogé nos clients, dont SNCF Transilien, sur le sujet. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est finalement le retour de milliers de clients qui utilisent GDocs aujourd'hui. Alors, c'est notre point de vue, mais c'est quand même basé sur un échantillon de plusieurs milliers de clients dans le monde. Alors, nos clients nous disent trois choses. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. C'est-à-dire que c'est au logiciel de s'adapter au business du client et non l'inverse. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Et donc, un logiciel qui est en production, il doit refléter exactement ce qu'est la réalité de l'organisation du client. Si on ne fait pas ça, ça freine l'adoption. Ça rend impossible le développement d'un plan stratégique et opérationnel. Et le plan qui en découle ne reflète pas la réalité. Donc, ça induit que l'EPM doit être très flexible. Ce qui, vous en doutez, est une des qualités de GDocs. Le deuxième point, c'est l'intégration de données. L'intégration de données, c'est clé. Et l'EPM, donc un acronyme, donc Enterprise Performance Management, vous savez que dans l'informatique, on est très friand d'acronymes. Et l'EPM a cette particularité que c'est un logiciel métier dans un corps IT. Un logiciel métier dans un corps IT. Et cela signifie qu'il faut traiter les deux sujets en même temps et lui accorder la même importance. Un super logiciel métier qui ne serait pas connecté facilement à votre système d'information n'a aucune valeur, parce qu'il ne peut pas se nourrir des données pertinentes. Et il ne faut pas perdre de vue qu'un indicateur financier, c'est toujours la conséquence des indicateurs opérationnels. Ça, il ne faut pas perdre de vue ça. Et eux-mêmes, les indicateurs opérationnels sont alimentés par ce qu'on appelle les signaux faibles, qu'ils soient internes ou externes à l'entreprise. Donc tout ce qui est vrai en économie, c'est vrai dans le monde des entreprises. On a souvent cet exemple que je cite souvent dans les interviews, dans les médias, c'est le secteur de l'hôtellerie. C'est parce que c'est très facile à comprendre. Dans le secteur de l'hôtellerie, on sait que le taux d'occupation des chambres, c'est un indicateur métier clé pour anticiper la performance financière. Mais si on est capable d'identifier qu'il y a un événement sportif ou culturel à proximité d'un hôtel, c'est un signal faible qui devient fort, qui implémente les indicateurs financiers donc, et opérationnels. Donc l'EPM, il doit être parfaitement intégré à toute source de données, quelle qu'elle soit, et avec GDocs, c'est possible. Et enfin, le troisième point, c'est la simplicité. L'EPM doit amener de la simplicité dans la prise de décision, et il est là pour masquer toute la complexité générée par les silos, par les différents logiciels qui composent le système d'information.
Et c'est une des raisons pour lesquelles chez GDocs, on ne parle pas de développement, on va parler de paramétrage. Donc on parle d'une solution où on peut se former, on peut se certifier en quelques jours via du e-learning, via le site gdocs.com, il y a une GDocs Online Academy, on peut se certifier, etc. Et donc la simplicité a cette grande vertu qu'elle amène quelque chose d'essentiel. La simplicité amène la vitesse. Parce que ce qui est simple est rapide, tout simplement. Donc voilà ce que nous disent nos clients de leur expérience avec GDocs. Pour répondre aux deux questions de Rodolphe. Alors oui, bien sûr, GDocs n'est pas le seul éditeur EPM du marché. J'ai envie de dire que tous les produits sont bons sur le marché. La vraie question, c'est quel est le bon produit dans votre contexte. C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc il y a des études des analystes tels que le Gartner ou le BARC. Ces études d'ailleurs sont disponibles sur le site web de GDocs. Vous devriez les trouver. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous contacter directement. On vous orientera vers ces études. Et concernant l'intégration avec Excel, alors oui, nos camarades, nos confrères ont une intégration avec Excel. Chez GDocs, on a tendance à penser que notre intégration est plus poussée que les autres, pour une raison, c'est mon joker que je vais vous sortir, c'est qu'on a un client qui s'appelle Microsoft. Voilà. Microsoft est bien placé pour connaître Excel puisqu'ils l'ont créé. Microsoft a lancé un appel d'offres il y a quelques années et utilise GDocs pour gérer leur budget commercial pour une division qui fait 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est très très fortement intégré à Excel puisqu'on a été choisi par Microsoft. Et d'une manière générale, on est très intégré à la suite Microsoft, que ce soit l'ERP, le CRM, Office, PowerPoint, Azure, etc. Voilà. Mais évidemment, on sera ravis de vous montrer ça lors d'une présentation, si vous le souhaitez. Voilà pour moi, Guillaume. La référence client Massu. Oui, j'ai pas mieux, hein, là, désolé. Après SNCF Transilien. Alors peut-être pour revenir sur SNCF Transilien, si on veut résumer, parce qu'on arrive aussi, on avance et on veut laisser un peu de temps aux questions-réponses. Donc sur les résultats qui ont été obtenus, Julien, quels sont les bénéfices que vous retirez de la mise en place de cet outil? Alors des bénéfices, on en a eu plusieurs. Déjà sur certaines informations, l'outil est devenu une référence en termes de données. Donc c'est plutôt agréable, voilà, d'avoir un outil qui fait référence dans le domaine, et ça permet aux utilisateurs de pouvoir se baser dessus pour faire leurs analyses. Donc le fait d'avoir l'outil centralisé qui fait référence, voilà, ça permet aux utilisateurs d'utiliser, voilà, les données de façon fiable. On a, en termes de bénéfices aussi, on a quand même amélioré la vie des utilisateurs sur certains process, voilà, en le simplifiant, en automatisant des choses. Donc ça, c'est un peu le quotidien, d'essayer de faciliter la vie aux utilisateurs. Donc on a régulièrement des bons retours, et comme je disais tout à l'heure, les meilleurs indicateurs sont le fait qu'on a encore des demandes, on a toujours des demandes sur l'évolution de cet outil. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Moi, je vois que voilà, le fait d'avoir cet outil centralisé qui met à disposition plus de personnes possible, voilà, c'est quand même une bonne réussite, et puis c'est un bénéfice pour nos utilisateurs. Et la suite, qu'est-ce qui va se passer sur ce périmètre? Est-ce que la transformation digitale de la direction financière de Transilien SNCF, il y a d'autres sujets qui émergent? Comment vous voyez les étapes suivantes? Alors, pardon. Oui, on a toujours que j'appelle les petites évolutions régulières de nos utilisateurs, mais c'est vrai qu'à terme, ce qu'on voudrait faire, c'est un peu constituer le budget de Transilien en grand dans cet outil. C'est-à-dire que pour l'instant, on a surtout la partie investissement, donc une partie finalement de notre budget. Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment le budget en grand de
tout Transilien au sein de cet outil, ce qui permet déjà de faire de la restitution financière sur du réalisé. L'idée étant d'aller jusqu'au bout du process et d'avoir effectivement cette partie budgétaire. Donc là, vraiment se baser sur les fonctionnalités de GDocs en termes de PM, donc vraiment d'élaboration budgétaire. On est vraiment dans le cœur de ce que peut faire l'outil. Et donc pouvoir étendre à un process budgétaire, c'est un peu les prochaines étapes qu'on a en tête sur cet outil. Excellent. Peut-être en guise de conclusion, David, on a vu un peu donc le rôle des directions financières qui évoluent pour vraiment être une tour de contrôle au sein de l'organisation. Est-ce que vous voyez des nouveaux thèmes? Parce qu'évidemment, la planification, le budget, là, on est vraiment dans le cœur de métier des financiers. Est-ce qu'il y a des thèmes émergents qui accompagnent un peu l'évolution de ce rôle des financiers? Oui, absolument. En fait, 85% des projets démarrent dans des projets d'élaboration budgétaire. C'est là qu'il y a une grande souffrance. Souvent remplacer les fichiers Excel et puis automatiser tout ça et rendre la vie plus facile. Et ensuite, on s'étend aux autres départements de l'entreprise. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est de mettre la direction financière au cœur du jeu. Voilà, si je fais une analogie footballistique, il faut être au cœur du jeu de l'entreprise. Donc typiquement, nos clients vont vers ce qu'on appelle la planification intégrée. Donc je vais vous citer quelques thématiques classiques. Donc au niveau RH, pilotage des effectifs. D'ailleurs, la SNCF, sur un autre cas d'usage, utilise GDocs pour planifier 90 000 salariés de l'entreprise. Donc on est sur un projet pur RH. Donc auparavant, ils avaient des centaines de fichiers Excel. Donc vous imaginez la souffrance. Donc pilotage des effectifs, simulation de la masse salariale. On peut calculer l'impact des accidents du travail sur les cotisations sociales, par exemple, ce qui amène des actions de prévention dans les entreprises. Sur le terrain des ventes, planification des ventes, gestion des territoires, calcul et automatisation du calcul des bonus pour les commerciaux. On sait qu'il y a des contrôleurs de gestion dédiés sur ces thématiques, avec beaucoup d'allers-retours, donc avec également une capacité de faire de l'incident management, d'avoir un forum de discussion pour clarifier des calculs de commission, planification des achats, bien sûr, choisir le bon fournisseur, si on est un industriel, planifier la production. Et là, dans quelques semaines, on va sortir notre modèle sur le RSE qui est une forte demande sur le marché aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, ça embarque bien sûr de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, bien sûr, au service de la prise de décision. Donc beaucoup de thématiques au-delà de la finance pure. Et donc l'ouverture aussi aux données extérieures, vous l'avez mentionné un petit peu. Donc quand j'entends intelligence artificielle, ça me fait toujours un petit peu frémir. Oui, absolument. Donc on peut se connecter à des données de l'INSEE, on peut se connecter au prix du pétrole, au prix des matières premières, pour justement avoir identifié ces fameuses données exogènes, extérieures à l'entreprise, qui vont alimenter vos indicateurs opérationnels, qui in fine alimentent les indicateurs financiers. Absolument. Eh bien, très bien. Est-ce que, alors, je vois qu'on a une question, et peut-être si Didier, je peux vous inviter à éclaircir un tout petit peu votre question, puisque je pense que Julien a déjà abordé ce sujet-là dans son positionnement un petit peu particulier au sein de la direction financière en charge de ce projet à forte composante système d'information. Donc, je crois que c'est un point qu'on a déjà adressé. Je vois une nouvelle question de Laurent. Alors, allez-y, tapez vos questions. Donc, est-ce que ce type d'outil est adaptable à des entreprises de type PME, ETI, notamment en termes de budget? Donc là, c'est plus une question qui s'adresse effectivement en Transilien, SNCF, c'est quand même 12 milliards d'investissements. Donc là, on n'est pas vraiment dans la petite entreprise. Donc, si peut-être David, vous pouvez prendre. Oui, bien sûr. Donc, alors, ce qui est intéressant en tant qu'éditeur, c'est que le terrain de jeu pour nous, il est immense. Oui, bien sûr, on a des grandes sociétés telles que la SNCF ou Microsoft, mais on a également énormément de clients qui sont des PME, des ETI. La simplicité d'utilisation fait qu'on peut se permettre d'avoir ce type de solution, qu'on a des partenaires, parce qu'on a des partenaires intégrateurs qui savent implémenter la solution en 25 jours. Après, ça dépend de la complexité, mais on peut être sur des projets de 2, 3, 4 mois ou plus, en fonction du périmètre. Et oui, bien sûr, on a des clients, on signe des clients qui sont des PME et des ETI. Voilà. Laurent, donc à disposition pour échanger avec vous.
Et c'est vrai que c'est des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'intégrer cette solution dans son SI, ou bien est-ce qu'on peut utiliser la solution, je dirais, en ligne, dans des offres plus cloud? Alors, la solution est dans le cloud, en effet, puisqu'elle elle est en mode SaaS plus précisément, puisque est inclus dans l'abonnement tout un tas de services, donc l'hébergement, les mises à jour, les sauvegardes, toute la sécurité inhérente, etc. Maintenant, un EPN n'a de sens que s'il est connecté à des données, en fait. Donc, sinon, enfin, je n'ai pas de cas d'usage en tête où ça ne serait pas connecté. Ça a pour vocation d'être connecté au système d'information. Mais cette connexion au système d'information, il ne faut pas s'en faire une montagne. Dans le logiciel GDocs, on a la brique logicielle qui permet de se connecter aux sources de données. Donc ça, c'est inclus dans la solution. La solution a 3 composants: l'intégration de données, le moteur, c'est-à-dire les règles métiers, la base de données, toute l'intelligence, toute votre intelligence qu'on va mettre dans le logiciel, et les interfaces Excel, web ou sur un téléphone. Voilà. Donc ça, c'est une seule et même solution GDocs, et donc qui peut s'implémenter en quelques semaines, en quelques mois. Encore une fois, ça dépend du périmètre, ça dépend aussi de votre maturité. Voilà. Donc pour répondre à la question de Didier, évaluation du coût du projet, ça dépend en termes de périmètre, mais ceci étant dit, il faut quand même démarrer autour de 25 000, 30 000 euros de souscription par an sur la partie licence. Et puis ensuite, l'accompagnement, ça peut être la même somme ou x2 en fonction du périmètre. Voilà, pour démarrer en tout cas. Voilà. Puis après, vous pouvez être autonome et faire plein de choses par vous-même. Je sais que Julien, par exemple, est très autonome. Enfin, Julien, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais je pense que tu es assez autonome, toi, sur la solution. Oui, oui, tout à fait. On s'est assez vite, je me suis assez vite auto-formé avec notamment la documentation en ligne qui est vraiment très bien faite. Et on est assez vite monté en compétence pour vraiment faire des choses utiles en peu de temps. Si je donne un horizon de temps, il me semble, enfin, ça fait un petit peu de temps sur le premier module, mais il me semble qu'on a quasiment fait la majorité de ce qu'on voulait faire en 2-3 mois. Enfin, j'ai fait en 2-3 mois à peu près ce que je voulais faire en incluant l'auto-formation dedans. Donc ça reste relativement raisonnable. Et c'est vrai que pour le coup, alors la documentation est très bien faite. Bon, elle est en anglais, donc faut un peu connaître l'anglais, mais voilà, sinon ça passe très bien. Et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on arrive à faire des choses assez rapidement qui veulent dire quelque chose, qui sont visibles. Après, évidemment, on apprend au fur et à mesure à améliorer les choses, à faire des choses encore plus poussées. Mais voilà. L'appropriation, comme je disais, ça reste un environnement qui ressemble à du Excel. Donc, il y a des réflexes que si vous connaissez les formules Excel, si vous connaissez voilà comment organiser finalement votre fichier Excel pour que ça soit joli et que ça représente ce que vous voulez, vous n'allez pas trop être perdu finalement pour la partie restitution. Alors après, sur la partie intégration de données, voilà, faut se former, faut regarder, faut tester. Et sur la partie moteur, il y a effectivement un peu de formation et un peu de test à faire, mais c'est quand même relativement accessible et on arrive à faire des choses assez rapidement dans la solution, même en étant auto-formé. Mais c'est vrai que pour des nouveaux projets, c'est pas mal de se faire accompagner un petit peu, notamment si on n'a pas l'habitude de faire ce type de projet. Ce que je conseille en général quand on me demande, c'est si vous avez de l'accompagnement à prendre et que vous avez jamais fait des projets comme ça, prenez un accompagnement pour structurer votre projet, pour que la personne en fait ou les personnes puissent bien structurer avec vous ce que je disais, le point d'entrée, ce que vous pouvez faire, le point de sortie, ce que vous voulez faire en termes de restitution et ce que vous voulez que l'outil fasse. Et ça, c'est primordial parce que si vous savez pas où vous voulez aller précisément et que vous savez pas ce que vous pouvez faire en amont, vous allez perdre un temps fou en fait en implémentation et c'est là où vous allez exploser votre planning de mise en place. Donc ça, c'est vraiment important de bien cadrer ce que vous avez besoin de faire et ce que vous pouvez faire en termes voilà, d'expression de besoin utilisateur dans votre projet. Alors, merci beaucoup, Julien. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Alors, moi, il y en a une que je souhaiterais prendre, c'est sur la partie, est-ce qu'un outil de PM est complémentaire, peut remplacer un outil de BI? Alors, c'est justement
le sujet de certains groupes de travail, notamment le groupe sur les systèmes d'information de la DFCG, de plonger dans ces types de problématiques, d'avoir des échanges entre pairs et d'avoir des cas d'usage extrêmement concrets où on peut discuter justement sans les éditeurs, sans les partenaires et d'avoir ces échanges-là qui sont extrêmement riches parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Globalement, la réponse est quand même pas tout à fait. On ne va pas remplacer un outil de BI par un EPM. Je ne pense pas que ce soit le but premier. Non, mais évidemment, il y a de la restitution et de la visualisation dans ce type de solution. Ouais. Guillaume, si je puis compléter, je suis d'accord avec toi. En fait, un outil de PM embarque des fonctions de business intelligence, parce qu'en effet, il y a de la restitution, il y a du dashboarding, etc. Mais si vous avez déjà un outil de BI, conservez votre outil de BI. La bonne nouvelle, c'est que GDocs est intégré à tous les outils de BI du marché, et notamment les 3 leaders mondiaux, Qlik, Tableau et surtout Power BI. Puisqu'à l'intérieur de ces 3 outils, Qlik, Tableau, Power BI, vous pouvez écrire de la donnée, c'est-à-dire vous pouvez très bien être dans un écran Qlik, Tableau, Power BI et avoir un écran GDocs incrusté et donc travailler de manière complètement intégrée sur ces données. Mais je suis d'accord avec toi, Guillaume, la BI, c'est la BI, le PM, c'est le PM. Chacun son job, on va dire. Alors, il y avait une question qu'on n'a pas vue, qui est un petit peu haute maintenant de Valérie, elle va croire qu'on l'a oublié. Savez-vous si l'abonnement peut être pris en charge par des subventions pour transformation digitale des PME? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va se renseigner. Par contre, Valérie, vous pouvez nous contacter et on va se... Je n'ai pas de cas de figure, il est possible que ce soit le cas. Je ne connais pas bien les dispositions légales dans ce domaine. Je ne sais pas si, Guillaume, tu sais, toi? J'ai pas cette vision-là. Peut-être pour conclure, David, est-ce qu'il y aurait 3 points clés que vous souhaiteriez pour résumer un petit peu l'ensemble de cette discussion? 3 points clés. Alors, pardon, il y a juste une question de Didier. Je veux juste y répondre. C'est un peu plus haut. GDocs a donc des API ouverts. Juste répondre à Didier qui pose beaucoup de questions. Oui, on est très ouvert. On a une bibliothèque de 50 connecteurs avec la très grande majorité des solutions du marché. Donc oui, on est très intégré à l'écosystème informatique en général. Voilà. Mais à disposition pour creuser. Je pense que ça fait partie effectivement des critères à regarder. On parlait des critères qui ont été retenus pour le choix d'une solution, mais ça fait partie effectivement c'est un des critères. Est-ce qu'il y a des API ouverts vers mon SI de gestion? Et c'est pas la même chose si on utilise SAP ou Sage ou d'autres. Voilà. Ouais. Mais donc évidemment, l'intégration de données, c'est clé. On peut pas vous vendre de la valeur et vous dire qu'on ne peut pas s'intégrer. Donc ça s'intègre facilement et à disposition pour vous le montrer. Guillaume, tu me demandais le mot de la fin. Je vais tout d'abord vous remercier pour la participation. Et je pense que ce que nous on retient, c'est vraiment les 3 mots-clés que j'ai expliqués tout à l'heure. C'est le besoin de s'adapter, l'adaptabilité, l'intégration de données, on vient d'en parler à l'instant, et la simplicité. Voilà, dans un monde aussi changeant, on passe d'un monde incertain à un monde improbable. Enfin, on a tous ces formules en tête. Il faut aller vite, il faut de la simplicité, et ça, c'est possible aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon mot de la fin. Guillaume. David, Julien, un grand merci pour toutes ces explications. Merci aux participants de nous d'avoir suivi cet échange et de l'avoir alimenté via les questions-réponses. On espère que ce webinaire vous aura permis de mieux appréhender les enjeux de mise en place d'un logiciel et notamment grâce au cas d'usage SNCF Transilien. Pour répondre à une des dernières questions qui a été posée, un lien de rediffusion sera transmis à tous les participants et à tous les inscrits de ce webinaire pour ceux qui n'auraient pas pu suivre. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.